Oublie-moi 5 minutes. Point d'exclamation. Non, non, c'est pas à vous que je dis ça. C'est parce que Academ a le plaisir de recevoir aujourd'hui pour un portrait l'auteur de ce récit. Bon, est-ce que c'est un récit, est-ce que c'est un roman? On va le savoir tout de suite. Elle est écrivain, journaliste, elle a été conteuse et chanteuse, et c'est Myriam Anissimov. Bonjour Myriam. Bonjour. Myriam Anissimov, oublie-moi 5 minutes, point d'exclamation. C'est pas un roman, c'est un récit romancé? C'est un récit romanesque, disons. C'est-à-dire que j'ai jamais été capable d'écrire un récit au sens factuel, comme un rapport de police ou des mémoires. Donc évidemment, j'écris des romans, mais à partir de ma vie. C'est-à-dire qu'il y a un important travail littéraire, très important. Et puis, il y a des ellipses, il y a des transpositions, il y a des mots, des noms changés, enfin, des déplacements chronologiques, enfin. Un travail d'écriture. Voilà. Mais bon, on va prendre à partir du début. On va prendre à partir du début parce que ce récit romanesque, oublie-moi 5 minutes, point d'exclamation, c'est quand même le roman du début. C'est le récit, c'est l'histoire du début, le début de celle qui allait devenir Myriam Anissimov. Et on remonte aux années de la Seconde Guerre mondiale. On remonte à la naissance de Myriam dans un camp en Suisse. Pourquoi la Suisse? Parce que mes parents étaient finalement, après une fuite, chacun de leur côté, ils ne se connaissaient pas encore, étaient arrivés à Lyon. Alors ma mère avait fui la zone occupée, elle était dans un lycée, et puis quand les Allemands ont envahi le nord de la France, elle était à l'époque à Metz, ou à Troyes, non, elle était déjà à Troyes. La directrice de son lycée lui a donné de l'argent pour prendre le train et lui a dit « sauve-toi ». Une sainte. Oui. D'ailleurs, je vais la retrouver plus tard, cette femme. Mais donc, maman a pris le train qui a été bombardé quelques kilomètres plus loin et elle a fini à pied avec un groupe de femmes juives. Et elle marchait, elle dormait dans des maisons abandonnées puisque c'était l'exode. Donc, elle trouvait partout sur la route des maisons abandonnées où elles dormaient, il y avait des femmes, des enfants. Puis quand elles sont arrivées dans le coin de la zone de démarcation, maman était extrêmement débrouillarde, elle avait 16 ans, elle a trouvé un passeur, et lequel passeur a exigé de l'argent qu'elles ont réuni. Une fois arrivé à la ligne, il a exigé maman, mais ça n'a pas marché du tout. Et donc elles ont franchi la ligne de démarcation, et maman est arrivée à Lyon. Côté paternel, alors comment il est arrivé à Lyon, lui? Alors, ils étaient une famille très religieuse à Chydlowiec, c'était une petite ville industrielle où presque toute la population était juive. C'était le grand centre de fabrication des vêtements en cuir, des chaussures, tout ce qui était en cuir. Et c'était à côté de Radom. C'est tout ça à 80 km au sud de Varsovie. C'était l'époque des lois antisémites aussi en Pologne. Enfin, il fallait boycotter les juifs, les commerces juifs. Donc, mon père était au Bund. Il n'avait même pas été à l'école de sa vie. Et donc, il a appris à lire et à écrire au Bund à 13 ans. À 15 ans, il a sorti un recueil de poèmes. Au Bund, on peut peut-être préciser ce que c'est le Bund. Alors, c'était le mouvement socialiste juif, mais partisan d'une autonomie au sein de la Russie. Donc, non sioniste. Non sioniste. Alors, voire antisioniste. Voire antisioniste. Enfin, il avait donc appris. Il venait alphabétiser les jeunes dans les shtetl. Donc, il a appris à lire, à écrire. Il a publié son recueil de poèmes. Il a eu un prix d'ailleurs pour ça. Il a publié à Radom. Et qui était l'imprimeur? C'est quand même étonnant. C'était le père de Tuvia Friedman, le chasseur de l'Asie. Donc c'était un cousin de mon père. Et ça, je l'ai appris 50 ans plus tard en rencontrant Tuvia. Et qui m'a écrit une longue lettre en yiddish pour m'expliquer d'où je venais. Et donc mon père a quitté la Pologne à cause de la misère, à cause des lois antisémites. Et sa sœur était déjà en France. Et donc il est arrivé à Lyon clandestinement par la Belgique. Et il s'est installé à Lyon.
En faisant quoi? Il était ce qu'on appelait mécanicien, c'est-à-dire qu'il était il montait les pièces à la machine à coudre. Oui. Il était un très habile mécanicien. Et alors il a rencontré celle qui allait devenir votre mère? À la Moye, c'est-à-dire après l'invasion de la France, Lyon était encore en zone libre. Mon grand-père maternel, s'était évadé du camp de Montbard. C'était un type qui avait fait déjà beaucoup de politique. Le camp de Montbard, c'était un camp d'internement français. Français, pour les Juifs. Pour les Juifs, originaires de pays voilà. Et donc, avec lesquels on était en guerre, donc avec l'Allemagne. Il s'est évadé et il est arrivé à Lyon, je ne sais pas exactement comment. Enfin, c'était un homme très débrouillard, robuste et débrouillard. Et il s'est pointé au Palais de la Foire, où ma mère était allée pour chercher du travail. Elle avait dit, je parle plusieurs langues. Alors, elle avait beaucoup de chance. Au lieu de dormir sur une paillasse, ils lui ont donné un box, une chambrette. Et elle recevait les réfugiés et elle remplissait les papiers, puisqu'elle parlait yiddish, allemand, français. Et alors, mon grand-père... La Moye. Mon grand-père, évidemment, qui avait déjà été chez les Spartakistes en Allemagne, se retrouve tout de suite dans la Moye à Lyon. Et mon père aussi, dans la Moye, à Lyon. Il faut expliquer ce qu'est la Moye. Alors, nous avons des gens qui sont jeunes qui nous regardent. Alors, c'était les Juifs qui voulaient combattre les nazis, les armes à la main, monter des réseaux de renseignement, de combat, et qui s'entraînaient dans les bois autour de Lyon pour apprendre à manipuler des armes, qui faisaient du renseignement pour savoir trouver des cibles à abattre dans Lyon. C'était un mouvement donc d'obédience communiste. Tout à fait communiste. MOI. Oui. Tout à fait communiste. Il dépendait même du Parti communiste français et dont le chef à l'époque était le père de Pierre Goldman. Alter Goldman était à Lyon le patron de la Moye. Donc mon grand-père a rencontré mon père qui se disait poète, comme presque tous les intellectuels de langue yiddish. Ils étaient artisans et écrivains, philosophes, poètes, romanciers. Donc il lui a dit, j'ai une fille très bien, elle est pure, elle est instruite. À l'époque, c'était pas rien. Elle était allée au lycée. Et voilà, et moi je risque d'être arrêté, puisque lui il n'avait aucun papier, et donc tu devrais l'épouser. Voilà. C'est comme ça que mes parents se sont rencontrés. Et ma mère elle distribuait les tracts pour la Moye. On lui avait interdit de toucher aux armes parce qu'elle était trop jeune. Et alors, avec un petit copain, ils allaient mettre des tracts en yiddish dans les boîtes aux lettres des Juifs pour leur dire de ne pas porter l'étoile, de se cacher, de gagner la clandestinité, de rejoindre la Moye. Elle faisait ça. Et elle m'a dit qu'elle n'avait pas du tout peur, parce qu'elle n'a jamais eu peur. Elle ne se rendait pas compte du danger. Donc elle m'a dit que ça se passait très bien. Et puis, les nazis ont envahi la zone la zone non occupée. Voilà. Et vos parents fuient. C'est-à-dire que mon père avait déjà été interné au fort de Chapoly. En fait, il aurait pu être déporté tout à fait au début. Mais il s'est trouvé qu'il y avait beaucoup de soldats français prisonniers après la débâcle. Et on l'a sorti du camp, une entreprise de haute couture à Lyon, parce que leur mécanicien était au front. Donc ils ont détaché mon père pour aller travailler dans une boîte qui s'appelait Dressy, comme mécanicien. Et sur sa carte, il y a marqué juif avec né juif, c'est marqué en rouge, signe particulier, né légèrement juif. Né légèrement juif. C'est pas mal. Et donc, mais au bout d'un certain temps, ils l'ont reconvoqué pour être réinterné quand ils ont commencé à déporter les juifs à Chapoly. Donc là, le tapis brûlait. Donc, ma mère qui vivait du marché noir, qui avait monté des coups assez astucieux pour gagner sa vie, a décidé qu'il fallait partir de toute urgence. Et ils sont partis vers la Suisse. Alors c'est elle, encore une fois, qui a organisé la chose. C'était assez compliqué. Il fallait trouver un passeur. Où ma mère était très astucieuse et consciente de ce qui l'entourait et de la réalité du danger, c'est elle a dit on va monter en queue du train pour voir ce qui se passe en tête du train. C'était des trains, il n'y avait que des juifs dans ces trains. Et les trains étaient longs
Et tout le train n'entrait pas dans la gare. Voilà. C'est la tête du train qui s'arrêtait en gare et le reste... Ou alors ma mère a vu de loin la milice et la Gestapo arrêter les Juifs, n'est-ce pas? Et eux, ils étaient tout au fond. Donc ils ont sauté sur les voies et les cheminots français leur ont fait signe de passer par la salle du fret. Et donc ils ont traversé comme ça et de l'autre côté, ils étaient en Suisse. Et en Suisse, les choses se passaient pas, c'était pas le grand accueil non plus, hein. Alors d'abord mon père, maman comprenait pas très bien ça. Mon père, il avait vécu l'antisémitisme en Pologne. À 12 ans, il avait pris des coups de couteau, déjà des Polonais. Donc il était terrorisé. Maman, elle n'avait pas peur parce qu'il lui était jamais rien arrivé. D'ailleurs, quand je lui disais qu'on m'avait traité de sale juive à l'école, elle disait c'est impossible parce que ça ne m'est jamais arrivé. Voilà, donc elle est arrivée à la frontière dans le noir. Ils ont eu un projecteur une lampe qui s'est allumée dans leur visage. Mon père est tombé dans le fossé avec sa valise qu'il a perdue. Son pantalon était déchiré. Il s'est quasiment évanoui. Il a cru que c'était les Allemands parce que les soldats suisses sont habillés en vert de gris. Et donc, c'était l'armée suisse. Ils les ont emmenés au poste de police. J'ai sauvé mes parents. Ils ne les ont pas refoulés parce qu'elle était enceinte. Si la jeune femme était enceinte et qu'elle était avec son mari, c'était une condition éventuelle d'entrer en Suisse. Donc ils ont été admis. Après avoir rempli 15 fois le même formulaire, j'ai tout récupéré où il fallait mettre « Je suis juive, je suis juive, je suis en Suisse, je suis en fuite, voilà, je suis enceinte ». Très important. La toute petite enfance se passe difficilement. Vous êtes malade, vous tombez malade. C'est-à-dire que les camps d'accueil... Alors, maman m'a toujours dit que les camps pour femmes enceintes étaient très bien. Mais après, d'abord, ils séparaient les hommes des femmes. Donc, mon père est parti dans un camp de travail et ma mère a passé sa grossesse à Lausanne, dans une villa désaffectée. Elle m'a dit que c'était très convenable. Mais ensuite, il les virait. Et elle s'est trouvée dans plein de camps parce qu'ils empêchaient les Juifs de s'organiser, de pouvoir... Et puis, ils n'avaient pas le droit de sortir à plus d'1 kilomètre autour du camp, et encore en se faisant connaître. Et donc, elle s'est retrouvée, quand j'avais 6 mois, au camp de Moudon, et qui était un camp extrêmement sale, puisque j'ai retrouvé les lettres du médecin du camp, le docteur Lévy, qui se plaignait à la police de Zurich, qui administrait les camps, pour dire que tous les enfants tombaient malades, que c'était d'une saleté épouvantable, qu'il y avait du lait qui était contaminé, qu'on lavait les bébés dans des seaux en bois sales. Enfin, c'était une catastrophe. Donc ma mère avait eu une permission, oui. Donc pour se voir, ils avaient une permission toutes les 6 semaines de 24 heures ou 48 heures, avec un peu d'argent de poche que les Juifs américains envoyaient aux Juifs, aux réfugiés. Le joint. Oui, le joint. Et donc, maman est allée... Mon père était hospitalisé pour un début de tuberculose à l'hôpital, dans une salle commune où il y avait beaucoup de Juifs malades. Et les médecins à l'hôpital, ils s'en foutaient complètement, les réfugiés. Donc ils n'ont pas dit à maman, qui avait 19 ans, ne rentrez pas avec un bébé dans cette salle. Donc elle m'a posé sur le lit de mon père, et 2 jours après, j'étais quasiment déclarée mourante. J'avais un abcès dans le poumon. Et vous avez été sauvée par les soins. Par une bonne sœur. Là, je dois dire que donc on m'a emmenée d'urgence à l'hôpital. Et alors là, c'était la Suisse. C'était impeccable. Ils avaient des hôpitaux bien plus performants et mieux tenus que les Français à l'époque. Et donc, le médecin qui m'a examiné a dit il n'y a plus rien à faire. De toute façon, elle en a pour quelques heures. On laisse tomber. Et cette bonne sœur, cette jeune fille, c'était une jeune fille, elle avait l'âge de ma mère, en fait. Elle a dit, mais c'est pas possible, on peut pas laisser un enfant mourir comme ça, c'est pas possible. Et comme elle était infirmière en chirurgie, elle a demandé qu'on me pose un drain. Donc on m'a posé un drain, et je suis restée 1 an avec un drain dans le poumon. D'ailleurs, on me dit que normalement j'aurais dû mourir des effets du drain, plutôt qu'en plus de ma maladie, parce que c'était un endroit de contamination. Enfin, je ne sais pas comment. De toute façon, cette femme est restée avec moi jusqu'à ce que je sois guérie, que les Américains apportent les sulfamides, jour et nuit. Elle n'a jamais pris un jour de congé. Elle m'a adoptée. D'ailleurs, elle disait que j'étais sa fille.
Et elle m'a adoptée complètement jusqu'à ce que je sorte, que mes parents viennent me chercher pour s'enfuir en France. Donc après être passé clandestinement en Suisse et avoir donné le jour à Myriam, à la fin de la guerre, il repasse tout aussi clandestinement vers la France et se réinstalle à Lyon, où vous racontez un peu ce qui est arrivé à ce couple assez extraordinaire. Et votre enfance, qui ne l'est pas moins extraordinaire, dans cette période d'après-guerre, difficile, où le travail ne tombait pas dans les mains des gens comme ça, où la vie était extrêmement compliquée, mais la vie était encore plus compliquée pour vous parce que entre vous et votre mère, ou plutôt entre votre mère et vous, le courant passait, comment dirais-je, difficilement. Non, je pense qu'elle était perfectionniste. Donc et elle avait été quand même élevée en Allemagne. Elle parlait allemand avec son père d'ailleurs. Et elle avait une idée de la perfection. Et j'étais qu'un enfant et ça correspondait pas. Enfin, je fonctionnais pas comme elle souhaitait. Et elle se rendait absolument pas compte du double traumatisme que j'avais subi. D'abord en la perdant une première fois, en retrouvant une seconde mère, en perdant ma seconde mère et en la retrouvant en l'ayant oubliée, en ne sachant pas qu'elle était ma mère. Et donc pour elle, ça allait tout de suite, elle m'a installée, elle voulait me nourrir, enfin, c'était des... Et moi, sans doute, je devais souffrir énormément de la perte de cette religieuse, qui était le contraire de ma mère, qui était douce, aimante, et maman, elle était aimante, mais brutale. Nommons-la, cette votre Donc sœur. c'est sœur Blanche Serki. J'ai voulu lui faire obtenir pour elle le titre de juste. Alors d'une part non, parce qu'elle n'a pas risqué sa vie pour me sauver, et deux, l'ambassade d'Israël en Suisse voulait organiser quelque chose pour elle, spécialement, un diplôme et tout. Elle a dit, je ne vois aucune raison d'être remerciée de quoi que ce soit. Allez, revenons à la dame qui a dit « oublie-moi 5 minutes ». Alors maman, elle était, comment dire, fallait que ça passe ou que ça casse. D'abord, elle avait des problèmes matériels inouïs. Ils habitaient à des taudis à l'époque, fallait aller laver le linge dans la rue à la pompe, aller chercher le charbon dans des caves où il n'y avait pas, dans des immeubles où il n'y avait même pas d'électricité dans l'escalier. Enfin, c'était des conditions de vie terribles. Et mon père, pour aller travailler à l'autre bout de Lyon, ne pouvait pas se payer un ticket de tram. Il traversait toute la ville de Lyon à pied. Et ma tante amenait un œuf par semaine pour son frère, pas pour moi. Mais c'est vous dire les conditions extrêmement difficiles. Donc maman, elle n'avait pas de temps à perdre avec moi. Pas beaucoup, il fallait que ça fonctionne, que je bouffe, que je dorme, que je bouffe, que je sois une petite machine parfaite. Vous n'étiez pas seul, et puis il a fallu attendre quand même très très longtemps à vous lire pour découvrir que vous n'étiez pas fille unique. Il a fallu attendre, peut-être il y a 2015, peut-être même à peu près avant, non pas tellement avant, découvrir que vous aviez une petite sœur. Oui. Elle s'appelle Dina. Voilà. Et là, elle apparaît bien, Dina, dans Oublie-moi 5 minutes. Elle était le contraire, l'enfant parfaite. J'étais le schlemazel de la famille, puisque selon eux, je faisais rien comme les choses devaient être faites. Enfin, je ne sais pas ce qu'on attendait de moi. Mon père m'a dit, par exemple, je suis allée à l'école le premier jour, je suis rentrée de l'école, il m'a dit, tu sais lire? C'était peut-être une plaisanterie, mais les enfants n'ont pas d'humour. J'ai dit non. Il m'a dit, alors t'es un schlemazel. Tu sais pas lire. Tu vas à l'école et tu sais pas lire. C'était sa forme d'humour. Mais moi, je le prenais comme un désastre, une image de moi catastrophique. Or, ma sœur, c'est vrai qu'elle avait quasiment appris à lire toute seule. Parce qu'elle était à mon contact. Donc, ça se faisait naturellement. Elle voyait ce que je faisais. Enfin, donc, c'est vrai que j'avais une image de moi catastrophique. Et surtout par contraste avec ma sœur qui était parfaite. Et arrivé au bac, à l'époque il y avait 2 bacs. Il y avait le premier bac à la fin de la première. Oui, et second. Le second bac. Et c'était vraiment difficile. Même en la première année, c'était monstrueux. Enfin, la quantité de connaissances qu'il fallait
connaître par cœur était colossal. Et alors, bon, ça se passe pas comme Si, le les premier, parents l'auraient souhaité. on m'a Le premier, retiré, oui. on m'a retiré la mention. Ah oui, alors à l'école aussi, j'étais terriblement indisciplinée, enfin, d'enfant chétive et craintive. À la duessence, je me suis muée en une espèce de révoltée. Je sautais au rez-de-chaussée à travers les fenêtres de la salle de cours. J'étais devenue un petit démon. Et donc, on m'a retiré ma mention. Pour des raisons de discipline. Pour indiscipline, ça comptait aussi. Mais j'avais eu la mention. À la grande surprise de tout le monde, j'avais même eu la mention. Bah, et puis le deuxième bac. Non, alors là, il s'est produit dans ma vie quelque chose qui m'a tourmentée finalement jusqu'à aujourd'hui. C'est une sorte d'effondrement psychologique. D'abord, il y a eu la mort de mon père, et je crois que ça a été un désastre qui se poursuit. C'est-à-dire que mon père s'est tué en voiture à 43 ans. Un jour d'été, où il venait nous chercher en vacances à Cannes. Et je dois dire que le sol s'est ouvert sous mes pieds et que je suis tombée dans un trou noir pendant peut-être 20 ans de ma vie. Quelque chose que j'ai été obligée de faire une analyse pour sortir de ce deuil que j'ai finalement pas fait. Mais en fait, pour surmonter ça. Et donc, j'ai géré ça de différentes façons, qui étaient la révolte, un peu presque de la délinquance, enfin, pas Limite. tout à fait, limite, disons, ça aurait pu, mais voilà. Donc, petit à petit, j'ai mis ma vie en danger. Je me suis mise en danger, réellement. Je sais pas, la perte de mon père, le fait que ma mère... Ah oui, il faut quand même dire que j'ai vécu dans une maison communiste. Il faut quand même en parler de ça. Mes parents étaient staliniens, mais purs et durs. C'était leur nouvelle religion. Ils avaient quitté la religion de leur père pour la foi en Staline. Et ma mère, qui ne faisait rien superficiellement, est devenue une vraie stalinienne. Et comme elle avait de l'instruction, le parti a voulu qu'elle rentre À l'école du parti. Oui. Bon, alors mon père était quand même resté, malgré un petit vernis, il était quand même resté un juif polonais. Alors, il n'acceptait pas que sa femme soit au-dessus de lui ou qu'elle aille, au lieu de s'occuper des manteaux et de ses gosses, qu'il fabriquait, d'aller à Paris, à l'école du parti, place Kossuth. Non. Donc j'ai vécu dans cet environnement de foi absolue, de rigidité psychologique, et j'y croyais vraiment. J'avais rien vu d'autre. Je croyais vraiment en Staline. Et donc, quand mon papa est mort, pas très longtemps après, la jeune veuve, très jeune veuve et très jolie veuve qu'était ma mère, s'est trouvée un nouveau compagnon, et c'était, l'antithèse. Enfin, c'était extraordinaire. C'était le français franchouillard, provincial. Il incarnait vraiment la France. Mais j'avais jamais vu la France, moi. J'avais jamais vu vivre des vrais Français. Il élevait son cochon, par exemple. Il faisait abattre son cochon, il amenait les saucissons, les jambons, il dansait, il écoutait Tino Rossi et Dario Moreno, et il avait plein de copains qui Dario Moreno, c'est déjà de l'ouverture vers l'exotisme, oui, ça, non? Mais surtout, il avait des copains de campagne, qui étaient des copains de l'armée, qui chantaient des chansons de corps de garde. Enfin, j'avais jamais vu des gens comme ça. Et ma mère rayonnait de bonheur, enfin. Elle était très heureuse, parce qu'il avait de l'argent. Il avait une sorte... Sa famille, il vivait dans la capitale du Rideau, en Saône-et-Loire, qui s'appelle Tarare, qui est un bled sinistre. Et ils avaient, si vous voulez, en petit, mais une sorte de galerie Lafayette. C'est-à-dire, ils ont une entreprise sur plusieurs étages où ils fournissaient tout aux paysans du coin. Il n'y avait pas à l'époque, la marchandise n'abondait pas comme maintenant où on la jette même. Non. Et donc les paysannes venaient, on habillait, il y avait tout, le linge de maison, les vêtements, les chaussures, depuis la naissance jusqu'au cercueil. Et donc il était riche. Enfin pour nous, il était terriblement riche. Vous vous rendez compte, moi nous n'avions pas de WC, jusqu'à 15 ans, je n'avais pas vu un WC à la maison. Donc on était pauvres. Et tout d'un coup, ce mec
nous emmène à Cannes sur des voiliers, à Megève, enfin, la grande vie. Enfin, pour nous, tout du moins. Voilà. Mais en même temps, je le trouvais grossier. Il n'avait jamais lu un livre de sa vie. Il en était fier. C'était un homme très simple, très bon, très gentil, mais parfaitement inculte. Pour ma mère, c'était un immense bonheur. Surtout quand il lui a fait construire une villa. Je ne sais pas si vous imaginez, maman avait eu une enfance de Cosette. Vraiment, misérable. Et tout d'un coup, elle avait une piscine, 2 WC, 2 salles de bain. C'est pour elle. D'ailleurs, je disais à tout le monde, maintenant ça me fait hurler de rire, on me demandait, je me rappelle, j'avais rencontré Patrick Modiano. Et lui, il habitait dans cet hôtel particulier sur le quai de Conti. Et il me dit, ta maman, elle est riche? Je lui dis, maman, elle est très riche. Alors, il a voulu la connaître. Et donc, il y a cet instant mémorable. Maman venait tous les mardis acheter elle avait acheté un magasin, elle gagnait beaucoup d'argent dans son magasin. C'était les 30 Glorieuses, hein, donc ça marchait vraiment très bien. Et donc tous les mardis, elle venait au Sentier, elle se levait à 5 heures du matin, elle débarquait à la gare de Lyon à 8 heures, et elle faisait tout le Sentier. J'adorais faire ça avec elle. C'est un monde d'une poésie extraordinaire. Et donc, j'avais connu Patrick, j'étais très fière de ça. J'ai dit à maman, elle savait pas qui c'était, bien entendu. Elle disait Aragon, elle. Bon, bref, il y avait des restaurants où allaient manger les commerçants du Sentier. Donc il y en a un qui était très grand, qui s'appelait Mahé. Et donc, je nous revois, maman, Modiano, à qui j'avais dit que maman était très riche, et moi, et ma petite sœur, qui était venue d'ailleurs, qui revenait d'Israël. Et alors, Patrick, qui avait une culture immense déjà, une connaissance du monde immense, enfin, à côté, je n'étais rien. Il avait déjà publié un livre, à regarder avec beaucoup de perplexité, maman arrivait avec des sacs pleins de vêtements, qu'elle ramenait pour mettre en vitrine tout de suite le lendemain. Et maman regardait ce mec avec perplexité aussi, en se disant comment il gagne sa vie, parce que c'était la chose la plus importante. Le reste, ça comptait pas. Donc Patrick s'est levé pour aller se laver les mains, et il faisait toujours un peu, enfin c'était un sacré retors, et il faisait toujours semblant de bégayer. Hein. Il bégaye pas du tout, mais il aimait bien comme ça désarçonner les gens, et puis comme ça gérer. Enfin, et donc il fait le coup à maman. Maman, c'était pas un truc sur lequel elle s'est laissée avoir, alors que tout le monde littéraire s'est laissé avoir là-dessus. Il part et elle me dit, ce grand con, donc le futur prix Nobel, il va me prendre longtemps encore pour une imbécile à faire semblant de bégayer, et puis comment il gagne sa vie. On va revenir à la carrière littéraire. Donc c'est pour vous dire le contraste donc, dans lequel j'avais vécu et mon arrivée, enfin mon irruption improbable dans le monde de la littérature. Eh ben, cette arrivée dans le monde de la littérature, il ne s'est pas fait tout de suite, parce que vous avez commencé par traîner avec des théâtreux. Oui, c'était, si vous voulez, la possibilité de m'évader de ce monde si étroit, si étriqué à mes yeux, tout du moins, dans ma vision d'adolescente, d'abord de la pauvreté, du quartier pauvre où je vivais. On est à Lyon toujours. Hein. Oui, à Lyon. Et donc, au lieu d'aller au lycée, j'ai sauté les cours. J'imitais grossièrement la signature de ma mère jusqu'à ce que je me fasse prendre. Et j'allais assister aux répétitions du théâtre qui est devenu un théâtre national populaire que dirigeait Roger Planchon. Et là, émerveillement, j'ai vu tous les acteurs connus qui venaient de Paris jouer chez Planchon. Et ça vous a donné l'envie de jouer. Mais non seulement ça, mais j'étais éblouie qu'un monde pareil existe. J'étais transportée, je passais mes journées là-bas, même dans les ateliers de décor, après chez l'atelier de costumes, enfin je passais ma vie là-bas. Et comme ils étaient tous très gentils, j'avais 15 ans et ils voyaient cette petite gamine, ils me disaient viens quand tu veux. Alors j'ai commencé à vouloir prendre des cours de théâtre aussi, en pensant que j'allais m'évader. Voilà. Mon rêve, c'était de quitter Lyon. À l'époque, Lyon n'était pas la belle ville qu'elle est devenue après avoir été restaurée. C'est une ville de province, assez noire,
comme ça, et puis très catholique, où les Juifs n'avaient aucune possibilité d'entrer. C'était vraiment très cloisonné. Donc, tout d'un coup, j'étais bien reçue. Là, on ne me traitait pas de sale juive au théâtre, comme au lycée. C'était assez libre. Enfin, je voyais des gens qui avaient des relations entre eux très différentes. Et puis, tout d'un coup, je me suis dit, moi aussi, je veux faire du théâtre. Sauf que quand vous êtes au pied du mur et que vous devez lancer une réplique, vous devez raconter ou dire quelque chose devant un public, là, c'est... J'avais une idée de moi catastrophique. Une représentation de moi, je ne sais pas, mais j'étais restée le Schlemazel. C'est peut-être ça l'Oedipe. Le jour où mon père m'a dit à 5 ans, ou même avant, que j'étais un Schlemazel, c'était peut-être très affectueux en plus. Je suis restée le Schlemazel pendant assez longtemps, avec l'idée qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas chez moi, enfin que j'étais... Et donc, j'allais au cours de théâtre, mais quand c'était mon tour de passer une scène, je m'enfuyais, terrorisée. Et donc, ça a duré assez longtemps, comme ça, oui, à essayer de trouver une image de moi, acceptable, enfin. Et alors, vous montez à Paris? Oui, enfin bon, on va passer sur... Finalement, je me retrouve à Paris, et là, j'ai mené une vie... on pourrait appeler ça la vie de bohème, mais c'était assez difficile. Enfin, j'ai dû avoir 30 adresses en 3 ans, enfin, au plus. D'une chambre de bonne sans eau à une autre, habitée chez des gens. Enfin, c'était incroyable, ma vie, enfin, pendant 3 ans. Mais il faut vivre aussi. Maman dirait, mais comment il gagne sa vie? Alors, maman m'envoyait une petite pension, mais elle me disait à chaque mois, c'est la dernière fois. Bon. Et puis, quand elle savait que j'avais pas de quoi manger, elle venait à Paris, elle me voyait squelettique. Alors, elle repartait en pleurant, quand même, de me voir comme ça. Et elle m'envoyait un mandat télégraphique pour que j'aille m'acheter à manger, quand même. Et donc, elle pensait que si elle me laissait au bord de l'inanition, j'allais rentrer à Lyon, vendre des manteaux dans son magasin si prospère. Et, vous voyez, elle comprenait pas. Elle me disait, puisque tu n'as pas fait d'études, c'est bien fait pour toi, tu vas venir vendre des manteaux. Et ça, c'était hors de question. Pour moi, c'était la mort, quasiment la mort. Donc, j'étais une excellente vendeuse, mais je voyais pas ma vie comme ça. J'avais pas honte d'aller, des fois j'allais l'aider quand j'étais là-bas. J'aimais bien le faire, mais je voyais pas mon existence comme ça. Alors, comment vous êtes arrivé à la littérature, à l'écriture? En fait, quand je voyais des gens écrire autour de moi, puisque j'ai vécu au milieu des acteurs, j'ai vécu avec un dramaturge qui s'appelait Philippe Adrien, qui vient de mourir d'ailleurs il y a quelques jours. J'ai vécu 3 ans avec lui, cette vie de bohème incroyable, parce qu'à l'époque, il n'était pas la célébrité qu'il est devenu, il était inconnu, il cherchait du boulot. Et donc, mais il écrivait des pièces de théâtre. Alors je l'ai vu écrire. Je me disais, moi aussi, je voudrais écrire. Mais je savais pas, enfin, j'avais aucune idée de ce que c'était qu'écrire, en fait. Je voulais écrire, je lisais beaucoup, mais je savais pas comment on écrivait. C'était inaccessible. Et puis, un beau jour de désastre dans ma vie intime, disons, je me suis mis devant un cahier d'écolier, après avoir lu Albertine Sarrazin. Il faut dire que ma rencontre... Elle est bien oubliée, hein, Albertine Sarrazin. Non, il paraît, là, je sais qu'elle est réimprimée en point seuil. Ouais. Bon, enfin, c'est normal, tous les écrivains connaissent à un moment un purgatoire. Elle avait écrit un truc extraordinaire qui s'appelle L'Astragale. Voilà, c'est ma rencontre avec elle qui m'a permis d'écrire. C'est-à-dire que je bavais devant cette jeune femme qui avait 10 ans de plus que moi et qui venait de si bas aussi. Et qui sortait de prison. Oui, et puis qui était une enfant de la DAS, quoi. Enfin, on ne disait pas la DAS à l'époque, de l'assistance publique. Et qui avait eu une enfance vraiment atroce. Et qui en plus sortait, enfin, s'était évadée de prison. Enfin, pour moi, c'était une héroïne. Et en plus, elle avait un talent fou, une plume magnifique. C'était pas de l'écriture brute. C'était une fille qui avait fait des études et qui
qui avait vraiment un talent littéraire, un style, enfin, elle était brillante, douée. Je lui écris, et je lui dis que je prends des cours de chant et que je voudrais qu'elle me donne quelque chose à chanter. Alors, elle me répond, ce qui est déjà bien. Et elle me dit quelque chose comme j'ai les lettres, hein, pauvre petite conne, qu'est-ce que tu viens me demander mais qu'est-ce que tu veux de moi, hein? Alors je lui réponds, j'étais quand même un peu hargneuse, et je lui réponds, mais vous, quand vous étiez en tôle, hein, à Doullens, vous n'étiez pas plus brillante que moi, vous étiez dans la merde comme moi, et vous en êtes sortie, et pourquoi pas moi? Elle m'a répondu, ça me plaît, vous me plaisez, voyons-nous. J'ai 10 minutes à vous consacrer. Donc elle me donne rendez-vous au bar qui s'appelait le Mandarin, à l'angle de la rue de Seine, puisqu'elle dormait à ce fameux hôtel du jazz, la rue de Seine, la Louisiane, et du boulevard Saint-Germain. On s'est plu, c'était une espèce d'histoire d'amour vaguement lesbienne. On s'est regardé toutes les deux, c'était une espèce de déclaration d'amour instantanée. Elle a chassé son mari, là, Julien. Elle lui a dit « Laisse-nous toute seule, laisse-nous tranquille ». Et donc on est monté dans sa chambre, on n'a rien fait de scabreux, mais on a passé jusqu'à peut-être 11 heures du soir à se dire je ne sais quoi. Mais c'était une espèce de rencontre lumineuse, au terme de laquelle elle m'a dit « Je vous donne tous les poèmes que j'ai écrits en prison. Faites-les mettre en musique. Et je vous donne tout ça. » Et c'est comme ça que... Seulement, elle est morte avant que l'enregistrement ait eu lieu. Mais l'enregistrement a eu lieu oui. Et les disques sont parus. Voilà, et j'ai eu le prix de l'Académie Charles Cros, donc je suis passée du néant à la célébrité brusque. Parce vous n'avez pas continué votre carrière de chanteuse, et vous avez fini par passer à l'écriture. Oui. Comment? Et ben donc je me suis mis, comme je vous ai dit, j'ai acheté un cahier, et pensant à Albertine, je me suis mis un peu dans ses pas, et puis j'ai écrit. Bon. Et puis j'ai apporté ça, puisque je voyais Modiano à l'époque, je lui ai apporté. Et il m'a beaucoup encouragé. Vous l'avez vu par hasard, vous l'avez rencontré au coin du rue? Non, quoi, parce que quand j'ai sorti ce disque après, de mon directeur artistique, Claude Dejac, m'a dit il faut qu'on fasse un deuxième disque. Et puis on cherchait, alors du côté de chez Philippe, si vous voulez, les paroliers de Johnny et de Sylvie, et moi je disais mais je suis pas capable de chanter des conneries pareilles. Et donc lui, il était rentré dans une autre maison d'édition et un jour où je vais le chercher, il y avait là un mec qui gratouillait de la guitare, Hugues de Courson, et puis le grand Patrick, qui mesurait presque 2 mètres. Et à l'époque, sa mère voulait pas lui donner d'argent, et il était très débrouillard, il écrivait des chansons. Il avait écrit des chansons extraordinairement pleines d'esprit pour Françoise Hardy. Étonnez-moi Benoît, ce texte, plein d'humour et tout. Donc, on m'organise un déjeuner avec Patrick, et donc je me revois la première fois que j'ai monté l'escalier avec les barres de cuivre et le tapis rouge de l'hôtel particulier du Quai Conti. J'avais l'impression d'être Cendrillon, vous voyez, qui sortait de son carrosse, quoi. J'osais à peine sonner. L'appartement occupait tout l'étage, sur la Seine, moi qui étais dans un gourbi. Donc voilà, ça a commencé comme ça, je lui ai montré, il m'a encouragé, et il m'a dit, il faut faire taper ton texte. Et donc il m'a emmené chez la vieille fille habillée en homme, avec une barbe, qui avait tapé son premier manuscrit. Voilà, ça a commencé comme ça. C'était une histoire d'amour? Non, je ne pense pas qu'on pourrait dire ça, mais enfin, je dois dire qu'il a joué un rôle déterminant, en m'encourageant quand même. Sauf qu'il ne pensait pas que j'allais y arriver. Parce que lui, il avait, si vous voulez, sa mère était amie avec Raymond Queneau, elle vivait avec Jean Caux, enfin, il avait un environnement. Des gens qui étaient chez Gallimard, un environnement intellectuel, il avait une culture fabuleuse, déjà, enfin, il est brillant, il vivait dans une bibliothèque, il y avait des échelles courantes le long des murs, enfin, des choses que j'avais jamais j'avais jamais vu ça de mes yeux. Et alors ce texte qui a été tapé par cette personne bizarre. Oh, alors ça vaut le coup d'être raconté. C'est très drôle parce que il y avait des scènes d'amour, de sexe, enfin.
Maintenant, ça ferait rigoler tout le monde, mais à l'époque, c'était légèrement scandaleux. Et alors elle, c'était une vraie vieille fille, elle avait un béret, je me souviens, une pipe, elle fumait la pipe, et alors elle bégayait, mais vraiment elle, ce qui faisait hurler de rire Patrick, et alors on est venu chercher le truc, et elle disait « Ah, mais c'est dégoûtant, j'ai laissé des blancs, je ne tape pas des saloperies pareilles. » Et donc mon texte, mon manuscrit était immontrable, c'est-à-dire qu'il y avait des pages blanches ou des paragraphes blancs, et elle m'avait dit « Vous avez qu'à mettre à la main vos saloperies. » Donc ça a été le premier état de mon manuscrit. Et je l'ai fait, j'étais assez candide pour mettre à la main mes saloperies, et c'est comme ça que j'ai envoyé mon manuscrit entre les mains de Jean Frostier. Et alors, il m'a téléphoné au bout de 8 jours, et il m'a dit, écoutez, je peux pas vous dire oui, je peux pas vous dire non, je suis très accrochée, mais il y a vraiment quelque chose qui m'agace chez vous, je sais pas encore quoi. Vous avez de la patience, vous pouvez attendre 8 jours, vu ma vie, je pouvais attendre très longtemps. Il me dit, on se donne rendez-vous dans 8 jours, je vous dirai si je vous prends ou pas. Et puis pourquoi vous m'agacez? Alors j'arrive et il prend le manuscrit comme ça, il me dit, ceci est un torchon. Voilà, ça a commencé comme ça. Donc je suis partie de très bas, alors que Patrick avait donné tout de suite un manuscrit parfait, prêt pour l'imprimerie. Alors que moi, j'ai appris à travailler. C'est-à-dire que Frostier, qui a été vraiment un père pour moi, Jean Frostier, m'a expliqué comment on retravaillait un texte. Et il m'a dit, ou bien vous savez faire, et on publie le livre, ou bien vous ne comprenez pas et je vous fous dehors. Oui, c'est... Il avait raison. Et voilà, ça s'est passé comme ça. Et c'était lequel? C'était Comment va Rachel, mon premier livre. Ah oui, mais alors avant de publier ce Comment va Rachel, il y a eu un début de quelque chose qui a compté énormément dans votre vie, c'est l'analyse. Non, c'est après. C'est bien après l'analyse. Mais Rachel, c'est pas... Ah, c'est-à-dire que je l'avais vu, mais que quelques fois. J'étais... Rachel Rosenblum, analyste. la fameuse Rachel Rosenblum, qui était fort belle. J'avais voulu faire une analyse avec elle, mais ma mère, à l'époque, voyait comment sa vision de la vie, elle avait quand même encore quelque chose de stalinien. Elle m'a dit, une psychanalyse, c'est un luxe capitaliste. Moi, j'ai jamais pu me permettre d'être déprimée, parce que j'avais vraiment autre chose à faire que d'être déprimée. Hein? Alors, si tu veux faire ton truc, là, ton analyse, eh ben, t'as qu'à te la payer. Ce qui est le principe de l'analyse, finalement, quand même. Oui, mais j'étais vraiment dans une détresse telle que j'ai dû voir Rachel Rosenblum 3 fois ou 4 fois. Et donc, j'ai fait mon analyse 20 ans après. Mais pas avec Rachel. Pas avec Rachel, dans d'autres conditions. Avec une femme extraordinaire, qui est décédée, qui était elle-même une survivante de la Shoah. Et je crois que c'était extrêmement important, parce qu'elle comprenait le yiddish, elle comprenait l'hébreu, elle était elle-même israélienne. Et donc, si vous voulez, la compréhension était instantanée. Et donc après, Comment va Rachel, publié en 73. Oui, ça ne me rajeunit pas. 73, ça va faire un paquet d'années. Ça. Un très grand paquet d'années. Et depuis, il y a eu... 13 livres. 13 romans. Plus 2 pour la jeunesse, oui. Plus au moins 4 biographies. 4 grandes biographies, oui. Donc, Primo Levi, la première. Oui. 2 fois... Romain Gary. Romain Gary, Vassili Grossman. Et Daniel Barenboim. Et Daniel Barenboim. Oui, donc j'ai passé ma vie à écrire. J'ai passé ensuite ma vie à écrire. Mais ce qui est drôle, c'est que j'écrivais un peu comme les petits oiseaux chantent, parce que quand Frostier a fait ça pour moi et que j'ai vu le livre, j'étais en larmes, je lui ai dit merci, je crois que j'écrirai plus jamais. Il m'a dit, ce que vous êtes sotte. Dans ce petit livre, il y a le matériau pour une dizaine de livres, et vous les écrirez. Et il avait raison. Il avait raison, oui. Mais je ne les voyais pas. C'est en lisant les maîtres que j'ai appris. C'est en lisant les maîtres. Et les maîtres sont ceux du 19e siècle. Non, vraiment. Non, je crois tous les écrivains sont comme ça. Ils ont des admirations successives. On n'admire pas les mêmes personnes, les mêmes auteurs à 15 ans qu'à 50. Et puis c'est le hasard. Petit à petit, j'ai lu. Et un livre vous fait lire un autre livre, justement,
nous amène à découvrir un autre livre. Et petit à petit, j'ai eu une idée beaucoup plus vaste de la littérature, oui. Alors je crois que ce qui est le plus important, plus que la littérature, plus que tout au monde, c'est la découverte de la musique. La découverte de la musique, il y a Sergiu Celidivac qui a joué un rôle important. Oui, enfin d'abord, la rencontre avec mon mari, puisqu'il était chef d'orchestre. Moscovitch, dans les romans, mais c'est pas son nom, Moscovitch. Non, c'est Gérard Vilgovitch, donc je l'ai rencontré au-dessus d'Israël, si je puis dire. L'avion venait de décoller pour rentrer en France. Et donc, il était un jeune chef, et il m'a présenté à son maître, Sergiu Celibidache. Et je crois que ça a été fondamental, même dans ma vision de la littérature. Parce que je suis allée, avec mon mari, à ses cours de phénoménologie de la musique, en Allemagne, en France, et j'ai découvert une autre dimension de la création, de la réflexion philosophique. J'ai vraiment changé de dimension. On peut dire qu'à partir de La Soie et les cendres, j'étais un autre écrivain, une autre personne. Aussi. Je voudrais qu'on dise un mot sur La Soie et les cendres, parce que dans votre carrière, à côté de votre carrière littéraire, vous avez aussi été quand même une schmatologue distinguée. Oui. Et schmatologue, ça veut dire qu'ils vendent des schmattes, ils vendent des chiffons. Mais Myriam, vous avez vendu des chiffons au Puce, à Paris. Vous vendiez des vêtements, des beaux vêtements, des très jolis vêtements. Oui, c'était pas des chiffons. C'était pas du schmatt du tout. C'était une transfiguration. C'était des dentelles. Voilà, des dentelles, alors on pourrait dire que c'est une transfiguration du schmatt juif, hein, par mon goût pour les choses anciennes, et je le trouvais beau. Alors, c'est une histoire à la fois extraordinaire, parce que j'ai extraordinairement gagné ma vie, mais aussi tragique. C'est-à-dire que j'ai un peu lancé, enfin, je suis une de celles qui ont lancé la mode rétro, ce qu'on appelait la mode rétro. C'est-à-dire que j'allais chiner, j'allais acheter chez les chiffonniers en gros, que ça arrivait en wagon entier, et trier la marchandise, et je la restaurais moi-même, on la faisait restaurer après par des couturières pour en faire des choses. Et donc, petit à petit, dans ce marché Malik où nous étions, on était 5 ou 6 à faire ce genre de choses. On a attiré le monde du cinéma, du théâtre et de la haute couture. Et jusqu'au jour où vous posez des questions sur l'origine des vêtements que vous vendez. C'est-à-dire qu'une fois, non, je ne me suis pas posé de questions. J'allais surtout chez les frères Ubogi. C'était, au-delà de Saint-Ouen, c'était des juifs, des grossistes en chiffon de récupération. Enfin, ça arrivait sur des trains comme ça. Et puis, ils avaient des hangars. Et un jour, d'habitude, j'amenais des sacs poubelles de 150 litres, parce que je mettais d'un côté ce que j'achetais pas, de l'autre côté ce que j'achetais. Puis on pesait. Puis il fallait que, selon la qualité, si c'était de la soie, du coton, le noir, j'en voulais pas, mais il fallait que je le paye quand même. Bon, enfin, c'était tout un truc, il y avait des codes. Et un jour, j'arrive chez lui, et je lui dis, j'ai oublié mes sacs poubelles. Il me dit, c'est pas grave, va vers les trains, il y en a partout, tu ramasses les sacs. Alors d'abord, je tourne la tête vers un hangar ouvert, et je vois, je sais pas, un hangar qui faisait peut-être 20 mètres de long, vous voyez, très grand. Jusqu'au plafond, il y avait des manteaux en cuir de l'armée allemande. Vous voyez, vert de gris, des vestes marron, là, des motocyclistes de la Waffen-SS. Et puis choc. Il y avait comme ça une lampe qui pendait au-dessus de cette montagne. Ça a fait un choc dans ma tête et dans ma mémoire historique. Et puis, je m'avance, je prends des sacs, et puis je vois que c'est écrit en allemand, et comme je lis très bien, je parle allemand, je vois qu'il y avait marqué que je lis cette phrase stupéfiante, ces vêtements viennent d'Allemagne, ils ont été désinfectés et étuvés. Je sais dater un vêtement. Enfin, j'étais devenue une experte même en dentelle. Je savais
dire ce que je savais beaucoup de choses. J'ai vu ça, j'ai tout de suite compris. Ce que j'ai compris, et qui était incroyable, une vérité insupportable, c'était que, comme dans les camps de la mort, tous les trains partaient chargés de vêtements, le premier choix, les SS se servaient pour leurs femmes, leurs maîtresses, ils prenaient les très belles choses, et puis le reste, ça partait, ils appelaient ça le secours d'hiver, les Allemands. Ça partait en Allemagne, c'était traité de nouveau, trié, retrié. Ça venait du Canada, d'Auschwitz et des autres camps de la mort, d'extermination. Et donc, quand ils ont perdu la guerre, il y avait des hangars pleins qui sont restés comme ça en Allemagne. Et puis un beau jour, vers les années 70, tout le monde ayant soi-disant tout oublié, ils ont vendu. Ils ont repassé ça dans ce qu'on pourrait appeler le recyclage aujourd'hui. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris conscience de ce que je vendais. Enfin, une grande partie de ce que je vendais. Pas tout, mais une grande partie. Et ça a été vraiment une incapacité à continuer. J'ai compris que je vendais et que tous les gens qui portaient des robes rétro, les filles, là, les petites robes à fleurs que je portais si jolies, c'était des robes de juives exterminées. Donc ça a été un choc terrible. Et ça a été la fin de... Oui, ça a coïncidé avec la fin. C'était... De toute façon, la mode punk est arrivée en même temps, elle a fait exploser tout ça, mais je pouvais plus de toute façon. Là, c'était la source principale d'approvisionnement. Parce que comme c'était une mode, il fallait fournir de plus en plus. Alors, on en est venu à manquer de marchandises, entre guillemets. Alors, entre Comment va Rachel, 1973, et Oublie-moi 5 minutes, 2021, est-ce que vous pensez que vous avez épuisé les au moins 10 romans qu'il y avait en puissance dans ce Oublie-moi Rachel? Il y en avait finalement donc 13. Je ne sais pas. Chaque fois que je finis un livre, je me dis c'est le dernier, parce que je ne suis pas une forcenée. Comme je n'attends ni prix, ni récompense, ni rien, que je ne fais pas partie de ce système pré-organisé. Je sais que mes chances sont égales à 0, donc j'écris pour écrire, vraiment. Et donc, en général, j'écris à peu près un livre tous les 4 ans. Hein, ça me prend en général 4 ans d'avoir un embryon, quelque chose, un matériel génétique, si je peux dire, qui puisse donner naissance à un développement. Alors ça, j'ai bien appris en lisant notamment Thomas Bernhard. Je crois que c'est un de mes écrivains qui m'a, au point de vue de la capacité de développer un matériau à partir d'un matériau très petit, hein, d'une cellule, je crois que Thomas Bernhard m'a appris plus que quiconque. Et donc, je ne sais pas si j'ai trouvé les 4 acides aminés pour démarrer une nouvelle aventure. Eh bien, rendez-vous en 2025. Si je suis encore là, attendez. Myriam, merci beaucoup.